Rappel de l'épisode précédent. Pendant que l'astronome Guignard fait ses observations, le docteur Festus vient tomber droit dans le télescope. Le télescope est projeté dans les airs et les trois astronomes Guignard, Lunard et Nébulard confrontent leurs hypothèses. Le maire, au bord du suicide, décide finalement de retourner dans sa commune et Milord et Milady se rendent sur le paquebot qui doit les ramener en Angleterre. Cependant, Guignard ayant voulu soutenir de 5 arguments nouveaux son hypothèse d'une comète opaque, il a contre lui Lunard et Nébulard, qui le poussent au pied du mur. Guignard ayant eu du dessous, chute. Heureusement, le docteur Festus est là qui le tire à lui par le collet. Mais Lunard voulant à son tour soutenir ses hypothèses, il a contre lui Nébulard. Les deux astronomes s'étant empoignés sur l'hypothèse, chute. Heureusement, le docteur Festus est là qui les tire à lui par le collet. La discussion continue à l'intérieur, si vivement que le docteur Festus croit devoir y demeurer étranger. Cependant, Milord et Milady passent le détroit. Le capitaine, ayant regardé en l'air, voit une trombe solide qui arrive dans la direction du paquebot et il ordonne de forcer la marche. La trombe approchant, le capitaine perd la tête, ferme les écoutilles et fait jeter dans le feu 53 boisseaux de charbon à la fois. Au 53e boisseau, le navire saute, mais il échappe au télescope qui tombe dans la mer. Heureusement, dès le 40e boisseau, Milord, prévoyant la catastrophe, s'est mis en mer sur la cage à poulets et il gouverne sur le télescope, mais les poulets lui piquent le ventre avec fureur. Milord est astonisché, beaucoup en écoutant sortir du télescope un grand cliquetis d'hypothèses. Cependant, monsieur et madame Apogée, après une nuit délicieuse, sont réveillés par un bruit de 28 mâchoires qui craquent de consternation. Ce sont les 28 observateurs salariés qui viennent annoncer à monsieur Apogée en caleçon et à madame Apogée en peignoir que l'astre n'y est plus. À cette nouvelle, monsieur Apogée, comme il arrive souvent dans le passage de l'extrême joie à l'extrême douleur, perd momentanément l'esprit et il se met à chanter cette romance. « Lise, entends-tu l'orage ?» Et celle-ci, « Je n'irai plus seulette à la fontaine, car j'ai trop peur du berger collinet », etc. Il gronde et l'air mugit. « Sauvons-nous au bocage », etc. Puis il force madame Apogée à danser le menuet. À la 5e référence, il plante là sa femme, saute dans le jardin et escalade le grand pommier dont il cueille les pommes avec une activité vraiment fébrile. Madame Apogée ordonne aux 28 observateurs salariés de porter la grande échelle et d'aller ôter leur maître de dessus le pommier. Quand monsieur Apogée les voit tous sur les échelons, il pousse l'échelle du pied et les 28 observateurs salariés tombent le dos dans le gazon et l'échelle sur le ventre. Alors, monsieur Apogée leur lance ses pommes sur le nez et les 28 prennent la fuite en criant « Sauve qui peut ». À cette vue, monsieur Apogée rit avec une telle véhémence qu'entrant en faiblesse, il tombe du pommier sur le terreau, où il reste empreint comme un bronze dans du plâtre frais. C'est là que madame Apogée en peignoir retrouve son époux en caleçon. La chute et la fraîcheur du terreau ayant produit une révolution dans le sang, monsieur Apogée revient à la raison, mais pour être en proie à une tristesse amère et profonde. On essaie, mais sans succès, de frictionner monsieur Apogée avec les étuis de lunettes en peau de chagrin. Madame Apogée tâche d'agir sur le moral en disant
Console-toi, Salomon, il en viendra d'autres. En se couchant, M. Apogée sent que c'est là. En se levant, M. Apogée congédie définitivement ses 28 observateurs salariés qui venaient prendre ses ordres pour la journée. Après quoi, M. Apogée dépérit malgré les secours de l'art et les consolations de l'amitié, et il meurt le 10 août à 4 heures d'un astre rentré. Cependant, le télescope poussé par une brise de nord-ouest rebrousse vers le Givernet, où il échoue sur la côte. Milady prend terre et aussi Milord qui croit reconnaître sur le dos du docteur l'habit qu'il a tant cherché. Voyant Milord qui se dispose à boxer, le docteur Festus prend la fuite et se cache pendant 2 jours dans un plan de pois gourmand. Après quoi, Milord et Milady marchent le long de la côte jusqu'au port de Fusté où ils s'embarquent de nouveau pour l'Angleterre. Cependant, les 3 commissaires sortent du télescope sans cesser de sophistiquer contradictoirement au sujet de leurs 3 hypothèses respectives. Ils sont rattrapés par la marée montante qui les ramène dans le détroit. Heureusement, la discussion en produisant des mouvements natatoires les maintient à la surface. Cinq jours après, ils sont pris au filet par des pêcheurs de ronds de terre. Les pêcheurs passent 2 jours à les détortiller des mailles où ils trouvent leurs poches pleines de harengs. Abandonnés sur la rive, les 3 commissaires s'avancent dans l'intérieur, sans cesser de sophistiquer contradictoirement ce qui effraie les troupeaux. À l'ovale, ils troublent le service divin. À Brigly, ils sont mis au violon pour tapage diurne et nocturne. Après quoi, ils sont rendus à leur famille et ils meurent tous les 3 dans un âge peu avancé d'une hypothèse rentrée. Cependant, la commune de Primelas, qui est tout près de la mer en Givernet, voulait refaire son clocher par rapport aux événements politiques qui en demandent un tout neuf. Le conseil municipal en délibère. Pendant que le conseil municipal en délibère, Jacques-André mène baigner sa bête à la mer et ayant vu le télescope qui lui ouvre la gueule, il s'enfuit au grand galop, croyant que ce soit le cachalot de Malabar. On bat la générale dans la commune et ils viennent en armes au rivage, où voyant de loin la bête, ils lui tirent dessus pendant 9 heures d'horloge, attendant qu'elle ferme la gueule pour s'en approcher sans risque. Comme il n'avance rien, 4 déterminés s'en vont à 2 lieues de là pour s'embarquer sans être vus du monstre, puis faisant un grand contour pour venir l'examiner par derrière, ils s'écrient « Miracle, miracle, c'est un clocher !» Alors la commune approche sans crainte, le curé en tête, qui prend possession au nom de l'église. Le clocher est tissé sur l'église et l'on processionne en l'honneur de Saint Clocher, l'auteur du miracle. Cependant, 3 pêcheurs pêchent à la ligne les 3 perruques des 3 commissaires et ils les portent au maire de l'endroit pour lui demander ce que ça peut bien valoir. Le maire leur dit que c'est des bêtes d'eau salée et qu'il y a quelque chose à gagner, mais il ne leur en offre rien, en sorte qu'ils vont à Prévost, l'écrivain public. Prévost, l'écrivain public, leur dit que c'est des fausses couches de baleine et que ça ne vaut rien à manger par rapport à ce que ça n'a pas eu son excroissance et qu'on ne peut manger le veau qu'à 8 mois. En sorte que, moyennant 3 sous, il leur écrit une lettre pour Favras, le botaniste, qui demeure à 8 lieues de là. Favras, le botaniste, leur dit que c'est une pulpe filamenteuse qui a recouvert une noix du Mississippi et leur en donne 2 écus patagons. Favras, le botaniste, part pour Mirliflis et va droit à M. Duballet
conservateur en chef des musées royaux, qui trouve que ces magnifiques crustacés non encore classés et qui les achète pour 12 écus patagons la pièce. Monsieur Duballay, moyennant 1000 écus la pièce, en enrichit le musée, où ils font l'admiration des étrangers de marque. Cependant, le maire, à mesure qu'il approche de sa commune, à mesure aussi se sent plus de drôlerie et de fidélité. Mais n'y retrouvant âme vivante, excepté l'âne de Julien Le Borgne, qui lèche la boîte à sel, le maire ploie sous le fait, perd toute dignité et parcourt toutes les phases de la démoralisation. D'abord, le maire s'étourdit dans les plaisirs et il se donne à lui-même un grand bal dans la salle de l'hôtel de ville, ayant pris les rafraîchissements dans la boutique de Frolet, l'oncle, qui vend de l'anisette et du pain d'épices. Les fêtes durèrent 8 jours. Ensuite, le maire se livre à la boisson, s'étant établi chez Rosé, au grand pressoir, où il met tous les tonneaux en Perse et boit aussi du boucher. Ensuite, le maire se livre à l'extrême dévotion, se faisant ermite dans le fond d'une bosse défoncée et se fustigeant d'un trousseau de clés 3 fois par jour. Ensuite, le maire se livre au raffinement d'une mollesse efféminée, se mettant des papillotes dès l'aurore et allant s'étendre du matin au soir sous l'ombre énervante des platanes. Ensuite, le maire se livre à l'amour des richesses et il prévarique dans l'exercice de ses fonctions, s'adjugeant à tout bout de champ les immeubles de ses administrés par prescription ou défaut. Ensuite, le maire, s'ennuyant de sa richesse, recourt aux émotions fortes. Il met le feu aux 4 coins du village après avoir jeté la pompe à feu dans un puits. Après quoi, il sonne lui-même le tocsin pendant 5 jours consécutifs. Au bruit de la cloche, le maire revient à la raison d'où il est sur le point de perdre l'esprit tant il se repent d'avoir profané son caractère. S'étant choisi une cave en façon de catacombe, il s'y ensevelit durant 15 jours dans une douleur muette et profonde. Après quoi, voulant se procurer des administrés pour reconstituer sa commune, il prend une bêche et se dirige vers la Grande Route. Arrivé sur la Grande Route, le maire y creuse tout au milieu une fosse de 7 pieds de profondeur sur 5 de large. Après quoi, ayant placé sur la fosse un treillis d'osier recouvert de terre, le maire s'embusque pour voir venir et être tout prêt. Cependant, au bout de 2 jours, le docteur Festus quitte le plan de Poix-Gourmand et se remet en route. La fosse armée qui se trouve dans le voisinage suit l'habit et double le pas. Croyant s'apercevoir qu'il est poursuivi par 2 hommes armés, le docteur prend la fuite et la force armée suit l'habit. Tous les 3 tombent dans la fosse du maire, de qui la joie est grande. Avant toute chose, le maire exige qu'on lui rende l'habit, dont il se revêt incontinent avec une inexprimable félicité. Incontinent aussi, le docteur saisit l'habit par les pans, entraîne le maire dans la fosse, grimpe le long de son dos et s'échappe au plus vite. Le maire, pour se dédommager de ses longues privations, commande la manœuvre durant 12 heures d'horloge dans la fosse même. Après quoi, réfléchissant qu'il ne dispose plus d'un seul administré, le maire se voue à la carrière militaire et il part en marquant le pas. Le maire continue pendant 3 années à parcourir le pays à la tête de ses forces, couchant la belle étoile et marchant le chef nu comme Frajan car il a perdu son chapeau. Et il serait mort dans un âge très avancé sans sa grande manœuvre normale dans laquelle, après 9 heures de marche et contre-marche, il commande tout à coup le pas de course au bord du Grand Canal, de façon qu'ils y tombèrent tous les 3. Et ils ont été enterrés sous le sol des Pierrettes,
en face du roc de Mortaise, derrière l'écluse du Grand Canal. Cependant, le docteur retrouve sur la lisière du bois son mulet, qui, se sentant son maître sur le dos, reprend au galop le chemin de l'écurie. En approchant de l'écurie, le mulet fait une telle pétarade de joie que le docteur, lancé en l'air, retombe sur un poirier où il demeure accroché et évanoui. Le fermier du docteur et son fils Jean, étant venus pour cueillir les poires, décrochent leur maître et le transportent dans son lit. Le docteur, revenu à lui le lendemain matin, s'imagine qu'il n'a pas quitté le logis et tout en contemplant l'aurore, il songe au beau rêve qu'il a fait. C'était les voyages et aventures du docteur Festus ou la typologie du ridicule. Dans les rôles des ridicules, le maire, le docteur, les astronomes, la force armée et le moulin. Et avec l'aimable participation du curé, de la meunière, du repris de justice, de Georges Luçon, de Milord et Milady, du cochon d'Irlande et de l'âne.